Il est déjà temps pour nous de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont entamé la semaine sur une note positive, restant bien orientées malgré de nouveaux indicateurs économiques décevants en Chine, avec un ralentissement de la production industrielle et des ventes au détail en novembre. Sur Euronext Bruxelles, Elia a confirmé son excellente année 2025, le titre affichant un gain de 47% depuis le 1er janvier. Ecopac, en revanche, reste très éloigné de ses niveaux de début d'année malgré son rebond du jour. Argenix a chuté dans le sillage de l'abandon de l'étude évaluant l'efficacité de son F-cargitimode dans le traitement de la maladie oculaire de Grave. Sequana Medical a également clôturé la séance largement dans le rouge. L'Asie devrait retenir l'attention des investisseurs cette semaine. En effet, ce matin, la Chine a publié une salve de statistiques économiques qui était peu réjouissante, ce qui n'est pas de bon augure pour l'Europe, tandis qu'à la fin de la semaine, la Banque centrale japonaise pourrait relever ses taux, ce qui pourrait également avoir des implications jusque chez nous. On en parle tout de suite avec notre expert Vincent Juvin. Bonsoir Vincent. On a vu donc la semaine dernière la Chine qui continue à exporter, puisque son excédent commercial a dépassé les 1000 milliards de dollars. Et en revanche, la consommation domestique est en berne. Alors comment ça se passe dans les ménages chinois finalement? Qu'est-ce qui s'est Alors il y a passé? plusieurs facteurs. Alors bon, la consommation est évidemment en berne puisqu'on a une chute des ventes au détail de 1,3% le mois dernier, ce qui sur base mensuelle est finalement le niveau le plus faible depuis 2022, donc c'est quand même assez significatif. Alors bon, il y a des effets, je dirais, un petit peu saisonniers. Il faut savoir qu'il y a un an, et puisqu'on parle d'évolution sur un an, il y a eu des grosses aides aux ménages pour justement les encourager à dépenser. Ces aides, évidemment, sont révolues aujourd'hui, donc il y a quelque part un mouvement de rattrapage qui s'opère, mais néanmoins, on a quand même en tout cas des pans, en tout cas de la consommation qui chute fortement. Je pense notamment à tout ce qui est électroménager qui baisse de 19,4%, même les ventes automobiles baissent de 8,3%. Alors, le problème, ça reste évidemment la confiance des ménages, qui est en berne pour plein de raisons, mais notamment parce que le taux de chômage demeure élevé en Chine, et surtout le taux de chômage des jeunes. Il culmine actuellement pour les 16-24 ans à 17,3%. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait avant la pandémie, où on était aux environs de 11%, ce qui était déjà en soi relativement élevé. Alors bon, mauvaise nouvelle, bad news is good news. Les autorités chinoises sont bien entendu conscientes qu'il faut relancer la demande domestique, et pour 2026, ce sera évidemment un focus, alors soit avec des aides ciblées pour le pouvoir d'achat des ménages, en tout cas soutenir la consommation sera sans conteste un des points d'attention particuliers de la Chine en 2026. Très bien, Vincent, on a vu aujourd'hui que les faiblesses de la Chine, elles vont bien au-delà de la consommation des ménages. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les autres pans de cette économie chinoise? Alors, c'est une économie qui investit encore trop peu. On voit que les investissements, qu'ils soient publics ou privés, sont en berne également. On parle de contraction dans les deux cas. Seul point, je dirais, d'éclaircie dans ces mauvaises statistiques économiques, c'est la production industrielle, alors qui n'est certes pas en forte expansion, mais enfin qui est en croissance positive de 4,8%, tirée par en tout cas, secteurs technologiques particuliers. Je mettrai en avant la construction de robots, notamment, plus 20% sur base annuelle, et même de semi-conducteurs. On sait que c'est évidemment un point qui est très cher à Pékin, justement pour rivaliser avec les Américains et les Taïwanais dans ce contexte-là, 15,6% de croissance. Alors, heureusement, comme vous le signalez, évidemment, les exportations continuent à soutenir ces industries. Donc, de ce côté-là, ça va relativement bien en Chine. Alors, on sait que la Chine, elle fait face à une grave crise immobilière, et ce, depuis plusieurs années déjà. Est-ce qu'à ce niveau, on observe quand même une amélioration? Non, pas encore. Alors, juste pour donner un petit peu l'idée de l'ampleur de la baisse des prix immobiliers, depuis le pic, on est à une baisse de 12,1% sur le logement neuf, les prix du logement neuf, et à plus de 20% sur le prix du logement ancien. Donc, ça illustre quand même, finalement, l'impact que ça peut avoir. Il faut savoir qu'en Chine, c'est un peu comme les Belges, ils ont une brique dans le ventre. C'était vraiment l'actif par excellence dans le patrimoine des ménages pour s'assurer ces vieux jours. Donc il y a un effet richesse négatif qui est particulièrement violent et ce qui explique aussi pourquoi ils hésitent à consommer. Alors à votre question, est-ce que les choses s'améliorent? Non. Depuis le début de l'année, les investissements en immobilier ont baissé d'à peu près 16% en Chine et on voit que dans la plupart des villes, on a des baisses de prix qui perdurent et des baisses d'investissement. Donc ça, évidemment, ça vient pérenniser ce problème immobilier et donc de consommation par la suite. Vincent, c'est quoi l'impact alors des difficultés économiques chinoises, mais sur l'Europe?
Double, puisque finalement la Chine continue à produire beaucoup, on voit la production industrielle fonctionne, mais sa propre demande domestique n'est pas suffisante pour absorber cette production, dont ils exportent leurs excédents de production. On voit beaucoup d'automobiles apparaître ici à l'écran, donc ça vient concurrencer évidemment nos constructeurs, nos producteurs en Europe, donc ça c'est déjà une concurrence qui s'opère. Et puis il faut savoir que nos produits d'exportation vers la Chine trouvent moins preneurs, puisque la consommation y est en berne. Donc on est doublement touché évidemment par cette faiblesse en Chine. Ouais. Est-ce que la Banque centrale, elle pourrait relever ses taux et rapidement, cette question? Alors, cette question, elle se pose davantage pour le Japon, autre pays asiatique qui va nous occuper cette semaine. Et là, c'est en fin de semaine, évidemment, qu'on verra ce qu'il en est. Les marchés tablent sur une hausse de 25 points base, qui porterait le taux directeur à 0,75%. Les marchés l'anticipent assez bien, à la fois dans les pricing de marché pour ce qui est des hausses de taux, mais également sur les taux à long terme. On a un taux japonais qui oscille avec les 2%. C'est un plus haut depuis 18 ans. Et attention, ça entraîne des hausses de taux en Europe également. Merci pour votre analyse, Vincent Juvin. C'est à tout bientôt. Merci de nous suivre. C'était le Trends des marchés du jour.